Ça devait bien arriver à un moment les gens, petit disclaimer, je suis en train de monter la vidéo sur le MacBook Pro M1 et ce dont je me rends compte c'est que je l'ai réalisé un petit peu trop tôt. Je suis toujours vraiment impressionné par cet appareil et effectivement j'ai l'impression de manquer un peu d'objectivité dans cette vidéo. J'ai hésité à la réaliser à nouveau mais ce que je me suis dit c'est que j'ai déjà testé des appareils que j'ai adorés sur la chaîne, j'en ai déjà testé qui m'ont fasciné mais jamais vraiment qui m'ont impressionné à ce point et quelque part ça veut dire quelque chose, le fait que je sois aussi impressionné et donc ça a du sens de vous le partager. Alors prenez-le juste en compte, effectivement. Je suis pas spécialement objectif dans cette vidéo, c'est une vidéo personnelle. Donc voilà, faites attention, mais je vous fais confiance. Merci à vous et on revient à la vidéo. Alors, vous me connaissez, j'aime bien attendre quelques temps que la hype retombe avant de parler d'un nouveau produit, et c'est assez difficile de le faire quand on parle de la puce M1 et des derniers MacBooks qui n'en finissent pas d'impressionner même après plusieurs semaines. C'est à raison quelque part, cette nouvelle puce et surtout la façon dont Apple gère la transition vers ARM sont de gros tours de force, et à nouveau, ils viennent prouver à quel point le contrôle de la pomme sur son écosystème lui permet d'apporter énormément de valeur à son public. Pourtant, ce qui m'a interpellé avec ces nouvelles machines, c'est pas tant qu'elles soient révolutionnaires en elles-mêmes, mais c'est bien la façon dont elles ont été introduites qu'il a été. Vous regardez Nightech, c'est Thomas, et aujourd'hui on teste le nouveau MacBook Pro sous puce Apple M1. Pour commencer, je dois avouer que je suis assez heureux qu'Apple entame sa transition vers ses propres puces avec ses gammes populaires d'ordinateurs. C'est assez important à souligner, c'était un move plutôt courageux en sachant que sans trop m'avancer, je pense pouvoir dire que le MacBook Air et les MacBook Pro d'entrée de gamme doivent représenter de très loin le gros des ventes du Mac. C'est quelque chose que j'aime beaucoup chez les MacBook d'Apple. Quelque part, leur segmentation est honnête. Il faut savoir quand tu en choisis un, te distancier et prendre du recul par rapport à ce que tu sais sur les spécifications techniques, et la seule question que tu vas avoir à te poser, c'est est-ce que tu as un usage professionnel, donc dans ce cas-là, prends le MacBook Pro qui est plus indiqué, ou est-ce que tu as un usage plus, je dirais, classique, plus grand public, et dans ce cas-là, effectivement, il te suffit de prendre un MacBook Air. Plus que jamais, c'est la seule question à se poser en fait. Vous obtenez les mêmes spécifications techniques, ici, la même puce M1, qui sera simplement orientée discrétion dans un cas avec le Air, et puissance maintenue dans le temps avec le Pro. Ça fait sens. Et justement, ces nouveaux MacBook Pro font partie de ma gamme favorite. En tant que petit créatif, je me suis toujours orienté vers cette gamme de MacBook Pro accessible pour avoir des performances convenables dans un boîtier ultra haut de gamme et orienté vers la création. Et plus que jamais, ça a encore été le cas avec ce refresh. Commençons donc par parler du MacBook Pro lui-même, histoire de temporiser un peu. Et est-ce que j'ai besoin de le présenter, sérieusement? Toujours le même boîtier en aluminium ultra qualitatif, le même soin au détail avec une charnière vraiment très élégante qui permet de l'ouvrir à une main, et toujours cette finesse impeccable. C'est bête, mais chaque fois que je parle d'un MacBook ou même de n'importe quel ordinateur orienté productivité, n'importe quel ultrabook, je trouve que le design est particulièrement important. C'est important d'apprécier son outil, c'est inspirant, ça motive à travailler et à créer des choses, et ça a de la valeur mine de rien. Sont également toujours présents l'excellent Magic Keyboard, légèrement revu pour inclure une touche qui permet d'afficher les smileys. C'est assez marrant et je me demande si ça sonne un petit peu le glas de la Touch Bar dont c'est une des fonctionnalités les plus utilisées. La fameuse Touch Bar est justement toujours là, alors sans être un facteur d'achat à prendre en compte, je la trouve juste sympa personnellement, pas forcément indispensable, très clairement, mais occasionnellement utile et jamais dérangeante pour mon utilisation, donc c'est plutôt fun de l'avoir là. De la même façon, l'excellent écran IPS des précédents MacBook Pro est toujours présent et identique. Au rendez-vous, un écran Retina IPS de 13 pouces en 2560 par 1600 pixels, donc du 16 dixième, ultra lumineux, au rendu des couleurs impeccables et qui couvre la large gamme DCI-P3, le tout utilisant la technologie True Tone pour ajuster la balance des blancs en fonction de la luminosité ambiante. Tout ça on connaît et c'est très bien. Je pense que beaucoup d'entre vous devaient espérer un redesign avec cette nouvelle génération de MacBook, c'est vrai que je l'aurais apprécié également, mais le fait est que changer d'architecture, c'est un leap technologique qui est déjà tellement important que je peux comprendre qu'ils aient voulu partir sur des bases déjà éprouvées, déjà connues, histoire de réaliser ça. Quelque part, c'est compréhensible et ça a du sens. Et puis bon, il y a quand même quelques nouveautés appréciables sur ce MacBook en dehors de M1. Le plus important selon moi, ce sont les nouveaux micros de qualité studio qu'on avait déjà vus sur le MacBook Pro de 16 pouces, qui sont vraiment intéressants pour le coup. Preuve à l'appui, j'utilise actuellement les micros du MacBook, le rendu est particulièrement propre, surtout lorsque vous utilisez votre MacBook de façon classique, juste devant vous en fait. C'est une très bonne chose pour les créatifs en herbe parce que vous n'avez plus vraiment besoin de micro pour vous initier à YouTube ou même au podcast. Votre MacBook Pro suffit largement pour débuter, évidemment, c'est aussi une très bonne chose pour les cours sur Zoom. Justement, en parlant de Zoom, l'autre amélioration, c'est la webcam qui bénéficie d'un bien meilleur traitement logiciel, ce qui donne un effet assez particulier à son rendu en fait. Vous avez une très belle image, mais elle conserve sa résolution 720p qui donne un effet très lisse et peu détaillé au tout. Alors vous me direz, est-ce que c'est grave que votre boss à 9h30 lors de la première réunion de la journée ne voit pas que vous êtes mal rasé? Personnellement, je trouve pas. Salut Mickaël, j'espère que tu m'en veux pas. Mais bref, c'est difficile d'en vouloir à Apple pour ce relatif
excessif immobilisme matériel, tant les apports de la puce M1 sont massifs, et clairement je dis ça sans fanboyisme, en essayant de prendre du recul et en pesant mes mots. Pour une fois, on va s'attarder un petit peu sur les specs. Peu importe le MacBook, M1 c'est un processeur à 8 cœurs répartis en 4 cœurs basse consommation et 4 cœurs performance, une partie dédiée au machine learning similaire à celle de la puce A14 qui devrait permettre l'apport de nouvelles fonctionnalités avancées sur beaucoup de software, un GPU intégré dont les performances brutes en teraflops se rapprochent d'une PS4 ou d'une RX 560 d'AMD, peu importe ce que veut dire ce chiffre, impressionnant pour une petite partie graphique intégrée quand même, le tout gravé en 5 nanomètres pour un total de 16 milliards de transistors et à la consommation énergétique revue à la baisse, mais toujours une quantité de RAM assez limitée, 8 ou 16 Go seulement, à vous de voir. Tout ça c'est génial, et ce que je vous propose c'est de voir comment ça se traduit dans les usages aujourd'hui, et spoiler alert, c'est génial et j'ai presque envie de dire que c'est une révolution. Comprenez-moi bien, le MacBook Pro M1 n'est pas un appareil révolutionnaire en lui-même, et je pense que sous de nombreux aspects, la Surface Pro X qui est sortie l'an dernier par Microsoft évidemment, avait plus de choses intéressantes à découvrir en tant qu'appareil, en tant que machine. Le truc c'est que ce qui compte c'est pas l'appareil en soi, là où Microsoft s'est planté avec la Surface Pro X, c'est dans le principe, la base même de toute bonne gestion de projet en entreprise, la base même de tout travail en UX design, c'est le fait qu'il faut toujours mettre l'utilisateur final au centre de toutes les décisions. C'est bien beau de proposer un appareil révolutionnaire qui apporte beaucoup au niveau de la technique, si l'utilisateur final ne peut pas utiliser les programmes dont il a besoin, eh bien ce sera simplement un mauvais produit. C'est ce qui fait la force d'Apple, que ce soit sur le marché des ordinateurs, des tablettes ou des smartphones, c'est une entreprise qui est orientée utilisateur. Elle ne va pas utiliser une technologie parce qu'elle est exceptionnelle, parce qu'elle est révolutionnaire, parce qu'elle est avancée, elle va l'utiliser quand ça a du sens pour l'utilisateur. Avec ces nouveaux Mac, Apple ne propose pas forcément des appareils révolutionnaires, mais bel et bien des produits qui ont le potentiel de l'être. La base de toute cette transition et qui fait vraiment la qualité de ces produits, c'est son côté transparent pour l'utilisateur. Apple vient ici maintenir la compatibilité de ces nouveaux Mac avec tous les programmes que leurs utilisateurs apprécient, d'où le rôle important de Rosetta 2 qui va s'occuper de traduire les programmes x86 actuels, qui sont donc supposés être non compatibles avec l'architecture ARM de la puce M1. Et ici c'est bien simple, je me serais contenté de programmes qui fonctionnent plus ou moins, mais à chaque fois que j'ai voulu voir si un programme marchait, il ne se contentait pas de marcher, il dépassait de très loin mes attentes. Petit point de référence, sachez que j'utilise le MacBook Pro M1 doté de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, une configuration identique à mon précédent MacBook Pro de début 2020, lui sous x86. Tous les changements que je vais constater seront donc bien dus à la nouvelle architecture. Personnellement, j'étais bien évidemment inquiet pour la suite Adobe tout d'abord, et chaque programme se lance et fonctionne parfaitement bien, à une exception. Premiere Pro est nettement plus fluide que sur mon précédent MacBook, le rendu de la timeline se fait beaucoup plus rapidement, le playback est impeccable, mes exports habituels se font en 20 minutes au lieu de 30-35 sur mon MacBook précédent. Tous les programmes Adobe que j'utilise gagnent en fluidité et en rapidité de façon générale, malgré leur incompatibilité théorique. Audition applique ses effets beaucoup plus rapidement, Illustrator tourne comme une horloge, et seul ombre au tableau, Photoshop ne voulait pas s'ouvrir. Sans doute à cause de mon installation un petit peu exotique de l'application, je dois l'avouer. Bon, c'est dommage, mais c'était compréhensible. Pour tester Rosetta et la partie graphique, j'ai aussi voulu tester un de mes jeux favoris, Dying Light, un jeu de la génération PS4, qui tournait sur mon MacBook précédent autour des 30 images par seconde en 1280 par 800 pixels. Et bien encore une fois, non seulement le jeu se lance, fonctionne parfaitement, mais il va plutôt tourner autour des 60 images par seconde pour les mêmes réglages, même en enregistrant l'écran. C'est juste fou, un jeu non optimisé tourne plus de 2 fois mieux sur M1, c'est impressionnant. Ceci dit, tout n'est pas parfait. Quelques programmes m'ont causé des soucis, Google Chrome manquait de fluidité au début, même si ça s'est un petit peu amélioré avec les dernières mises à jour, Steam lag totalement, et plus embêtant, Logitech Option se lance mais n'a pas l'air de marcher, ce qui fait que je peux pas vraiment utiliser ma MX Master 2S, ma souris favorite. C'est dommage. L'un dans l'autre, effectivement, il y a quelques soucis de compatibilité, mais je pense que c'est des choses qui sont vouées à changer très rapidement. Ça ne s'est exprimé que sur quelques outils de niche que j'utilise, et j'ai absolument aucun souci à recommander dès aujourd'hui un Mac M1 à la quasi-totalité des gens. Peut-être pas tous les professionnels, ça va vraiment dépendre de vos usages, mais bon, il faut quand même relativiser étant donné qu'on voit pas mal de mises à jour de programmes populaires vers M1 être déjà sortis, ne serait-ce que la suite Affinity pour les créatifs, World of Warcraft pour les gamers, ou encore Pixelmator pour ne citer que. Mais bon, en fait, la seule chose qui vient traduire le fait qu'un programme est non optimisé ici, c'est qu'il mettra quelques secondes à démarrer au premier lancement, le temps que Rosetta 2 traduise son code. Bravo à Apple là-dessus. La transition vers ces puces se fait de manière relativement transparente, et tant mieux parce que la plupart des gens vont se ficher des répercussions que ça a de passer d'une puce Intel à une puce Apple, mais ils vont vouloir que tout fonctionne parfaitement, et ici c'est le cas. Tous leurs programmes s'ouvrent et ils vont même avoir des gains de performance dans certains cas. Apple a donc particulièrement soigné Rosetta 2 qui se constitue comme la pierre angulaire de cette transition vers ARM, et l'utilisateur final n'a plus qu'à utiliser son MacBook en toute transparence en appréciant les apports de la nouvelle architecture ARM, à savoir son
son autonomie et ses performances. Alors déjà, niveau autonomie, ce MacBook Pro est un home run, très clairement. Ce laptop est increvable, vous ne tuerez pas la batterie de ce MacBook Pro en une journée, très clairement. Personnellement, il m'a plutôt tenu dans les 3 jours d'utilisation légère et en essayant de le pousser un petit peu, j'ai pu extrêmement facilement, en utilisant Photoshop, Zoom et Chrome par intermittence, tenir entre 12 et 13 heures sur batterie. Je vous parle bien de screen on time là, d'usage ininterrompu de la machine. Ça veut non seulement dire que ce MacBook est prêt à endurer mes journées de cours de 9h du matin à 9h du soir, oui, ma fac est composée de sadiques, je sais, mais ça veut également dire que dans 4-5 ans, votre MacBook tiendra peut-être que 9 ou 10 heures d'utilisation, mais quelque part on s'en fiche, ce sera toujours un MacBook parfaitement utilisable, et ça niveau durabilité c'est quand même très important. S'il n'y avait que ça, ces MacBooks seraient déjà particulièrement intéressants, mais on peut également parler des performances. Vous vous souvenez de la compatibilité de Photoshop? Eh bien pour la contrebalancer, j'ai installé la bêta ARM de Photoshop, qui elle est optimisée pour M1, et la vache quoi. Vous savez, tous ces petits ralentissements, ces petits délais que je prenais pour acquis sur Photoshop s'envolent ici. Je peux appliquer des filtres instantanément, utiliser tous les outils avancés sans aucune latence, travailler sur de multiples calques de 24 mégapixels sans que la machine ne bronche jamais, le tout sans jamais entendre le moindre ventilateur. Je vous avoue que même avec un usage somme toute assez poussé de ma machine, je fais tourner pas mal de logiciels créatifs, un peu de code, un peu de multitâche, ce genre de choses, et bah j'ai jamais eu l'impression d'avoir besoin de plus que 8 Go de RAM quelque part, et effectivement cette architecture est assez impressionnante de par son optimisation. Photoshop est en fait presque le seul logiciel tiers optimisé que j'ai utilisé et effectivement quelque part ça me rend très enthousiaste par rapport à ce qui va arriver vu les performances qu'on a déjà sur des softs qui sont à peine traduits par Rosetta. Et sans même parler de programme de création, la puce M1 apporte beaucoup aux usages courants de ce MacBook Pro. Il se réveille instantanément lorsque vous levez son capot, il lance sans délai toutes les applications courantes, un petit peu à la manière d'un iPad en fait. C'est sans doute dû non seulement à la puce M1 mais également potentiellement au fait que les SSD proposés par Apple sont apparemment plus rapide ici, c'est toujours bon à prendre, et quoi qu'il en soit, c'est juste un boost de fluidité et de rapidité non négligeable. Vous savez, en fait, toutes ces petites latences, tous ces petits temps d'attente qu'on attribue à un ordinateur de façon ordinaire, qu'on prend pour acquis dans le paradigme x86 de l'informatique, eh ben je dirais pas qu'ils disparaissent ici, mais ils sont clairement bien moins perceptibles, et ça fait du bien, et quelque part ça change la relation qu'on a avec notre ordinateur. Et puis évidemment, qui dit une puce Apple, dit également une compatibilité avec les applications iOS et iPadOS, et c'est pas terrible, il faut bien l'avouer. La plupart des grands éditeurs d'applications iOS ont simplement déjà retiré leur application du Mac App Store par crainte d'avoir une expérience non optimisée et pas terrible, et je les comprends quelque part, mais effectivement, étant donné que macOS est une plateforme libre, vous pouvez passer par des chemins tiers pour installer vos applications préférées. Personnellement, j'ai installé Instagram, TikTok et mon application de suivi alimentaire. Elles fonctionnent très bien, il y en a certaines qu'on peut pas resizer, ce genre de choses, mais bon, voilà, ça peut dépanner, mais ça n'égale pas le fait de sortir votre téléphone et d'utiliser l'application telle qu'elle a été conçue nativement. Bref, pour conclure, je sais que j'aurais pu critiquer le design identique de ce MacBook Pro, sa webcam famélique, ses larges bordures autour de l'écran, le fait que ça reste une machine très chère, il faut garder les pieds sur terre, et je suis entièrement d'accord avec tout ça, mais vraiment, cette nouvelle architecture et surtout la façon dont elle est ici maîtrisée et proposée au public, c'est juste une percée incroyable en matière d'informatique personnelle. Elle apporte non seulement un gain de performance considérable qui va potentiellement permettre à de nombreuses personnes d'aller plus loin dans leur pratique de création, mais elle risque également de nous permettre d'avoir des ordinateurs juste plus durables dans le temps, ce qui est un point absolument crucial pour éviter de générer trop de déchets électroniques. Alors effectivement, je suis désolé, c'est une vidéo où je me suis permis d'être enthousiaste parce que même en ayant essayé de prendre du recul, d'exercer un esprit critique, ce dont je me suis rendu compte avec cette plateforme, c'est que avoir un esprit critique, ça ne veut pas forcément dire chercher les mauvais côtés, il y en a des mauvais côtés dans cette transition avec ARM, mais le fait est que les apports sont tellement massifs que toute critique semble être limite désuète et inutile par rapport à tout ce qui est apporté ici, c'est assez impressionnant. Bref, je me suis permis d'être enthousiaste et de vous faire part du fait que c'est vraiment un appareil qui m'a impressionné pour le coup, et puis si ça vous a plu, comme d'habitude vous savez quoi faire, le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage, comme d'habitude c'est grâce à vous que notre petite chaîne continue à grandir et ça me fait super plaisir de le voir vraiment. Et moi je vous dis à la prochaine, tout simplement. Allez, salut.